J'étais en train d'empiler des palettes dans la section C quand mon téléphone a vibré contre ma cuisse. La troisième fois en 10 minutes. L'entrepôt était bruyant. Le bip des chariots élévateurs, le vrombissement des tapis roulants, les gars qui criaient pour couvrir le bruit. J'avais donc manqué les 2 premiers appels. Numéro inconnu, probablement un spam. Mais quelque chose m'a poussé à glisser pour répondre. La voix de la femme était calme, professionnelle, pas la cadence robotique d'une télévendeuse. C'est bien Daniel Reyes? Oui. Qui est à l'appareil, ai-je répondu. Votre femme est dans la chambre 216 de l'hôtel Ridgerest avec un autre homme. En ce moment même, dit-elle d'un ton neutre. Le transpalette dans mes mains m'a soudain semblé trop lourd. Je l'ai posé, mon esprit s'emballant pour essayer d'assimiler ce que je venais d'entendre. Quoi? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a pensé que vous devriez savoir, répondit la femme. Madame, vous vous trompez de, ai-je commencé à protester. Elle m'a coupé. Vérifiez votre téléphone dans 30 secondes. La ligne a été coupée. Je suis resté là, au milieu de l'entrepôt, transpirant sous les néons, tenant mon téléphone comme s'il allait exploser. Autour de moi, le chaos familier continuait. Rick criait après quelqu'un à propos d'une livraison manquée. Le claquement des palettes qu'on laissait tomber. Le son lointain des portes du quai de chargement qui montaient et descendaient. Ça faisait 5 ans que je travaillais ici. 5 ans de la même routine, des mêmes visages, du même rythme qui était devenu aussi naturel que de respirer. Marissa ne ferait jamais ça. Pas ma Marissa. On était ensemble depuis nos 17 ans, mariés depuis 8 ans. Elle était chez sa mère aujourd'hui, pour l'aider avec un projet de nettoyage de printemps. Elle m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin, ses cheveux encore en désordre de la nuit, portant ce vieux sweat de Northwestern qu'elle m'avait piqué à la fac. Mon téléphone a vibré. Un message vidéo. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'horodatage indiquait aujourd'hui, 13h47, il y a à peine 2 heures. Elle était là, ma femme, marchant dans le parking d'un hôtel dans la robe d'été jaune que je lui avais achetée pour notre anniversaire le mois dernier. Elle était coiffée comme pour les grandes occasions, et elle riait de quelque chose que quelqu'un disait hors champ. Puis le bras d'un homme est venu entourer sa taille, musclée, bronzée, définitivement pas le mien, et elle s'est penchée contre lui comme si c'était sa place. La caméra les a suivis jusqu'à une porte marquée 216. Elle avait sa carte clé prête, comme si elle avait déjà fait ça. La main de l'homme a glissé pour se poser sur le bas de son dos pendant qu'elle passait la carte, et elle l'a regardé avec une expression que je reconnaissais. C'était le même regard qu'elle me lançait quand on sortait ensemble. Quand on n'arrivait pas à se lâcher. Ils ont disparu à l'intérieur. La vidéo s'est terminée. Je l'ai regardée encore et encore, espérant à chaque fois voir quelque chose de différent, une explication qui rendrait tout ça logique. Mais c'était Marissa. Ma Marissa dans une chambre d'hôtel avec un autre homme en plein milieu d'un mardi après-midi, alors qu'elle était censée aider sa mère à ranger des placards. Le bruit de l'entrepôt s'est estompé pour devenir un simple grésillement de fond. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un me compressait la cage thoracique. J'avais lu sur ce moment dans des livres, je l'avais vu dans des films, le moment où votre monde entier bascule et où plus rien n'est pareil. Mais ils n'ont jamais capturé la sensation physique. La façon dont votre vision se brouille légèrement sur les bords. La façon dont votre bouche s'assèche. La façon dont vos mains tremblent si fort que vous manquez de faire tomber votre téléphone. Mais sous le choc, sous la douleur qui se propageait encore dans mon système comme un poison, autre chose s'installait. Quelque chose de froid et de calculateur que je ne reconnaissais pas en moi. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai traversé l'entrepôt jusqu'au bureau de Rick. Il était penché sur son bureau, plissant les yeux sur des manifestes d'expédition à travers ses lunettes de lecture. Rick, j'ai besoin de prendre un congé d'urgence, ai-je annoncé. Il a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Rick était mon superviseur depuis 5 ans, et il me connaissait assez bien pour lire les signes. La voix soigneusement contrôlée, la façon dont je me tenais, trop droit, trop immobile. « Tout va bien, Danny ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Non. »« Mais ça va aller ?» ai-je répondu d'un ton égal. Il a étudié mon visage un long moment, puis a hoché la tête. « Prends le temps qu'il te faut. On s'occupera de tes tournées. » Je me tournais déjà pour partir quand il m'a interpellé. « Danny, ne fais pas de bêtises. » Je me suis arrêté sur le pas de sa porte.
Je n'en ferai pas. Traverser à nouveau l'entrepôt, c'était comme se déplacer sous l'eau. Les sons et les odeurs familiers, les vapeurs de diesel, la poussière de carton, l'odeur métallique du quai de chargement, semblaient venir de très loin. J'ai pointé, j'ai pris ma veste dans mon casier et j'ai marché jusqu'à mon camion sur le parking. Je suis resté assis derrière le volant pendant un long moment, à regarder mon téléphone. Puis j'ai passé 2 appels. Le premier était pour Paul et Cynthia Holloway, les parents de Marissa. Ils m'avaient accueilli dans leur famille quand j'avais à peine 18 ans. M'avaient traité comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Paul m'avait appris à bricoler les moteurs dans son garage. Cynthia s'assurait toujours qu'il y avait une place pour moi à leur table le dimanche. Ils aimaient Marissa plus que tout au monde, mais ils l'avaient élevée en lui inculquant la loyauté, la famille, le devoir de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Cynthia, c'est Daniel, ai-je dit quand elle a répondu. Écoutez, Marissa ne va pas bien. Elle est à l'hôtel Ridgerest, et je pense qu'elle a vraiment besoin de vous et de Paul, tous les deux. Quoi? Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-elle dans un hôtel? La voix de Cynthia était remplie d'une inquiétude maternelle. J'ai laissé le silence s'installer, laissant son instinct maternel combler les vides. Venez, s'il vous plaît. Chambre 216. Elle a besoin de ses parents en ce moment. Le deuxième appel était pour le destin, ou la justice, ou peu importe comment on appelle ça quand on décide d'arrêter de protéger quelqu'un qui vous ment en face. J'ai démarré le camion et j'ai pris la direction de l'hôtel Ridgerest, où ma femme était sur le point d'apprendre que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être refermées. Le trajet jusqu'à l'hôtel m'a donné 23 minutes pour réfléchir. Et pour la première fois depuis cet appel, mon esprit était clair, vif, comme si quelqu'un avait ajusté la mise au point d'un appareil photo qui était légèrement flou depuis des mois. J'ai pensé au Holloway en conduisant dans le trafic de l'après-midi. Paul était un homme costaud, un mécanicien qui avait bâti son propre garage à partir de rien et qui se salissait encore les mains tous les jours à 62 ans. Il m'avait tout appris sur les moteurs, sur la réparation des choses cassées, sur la satisfaction du travail honnête. Mais plus que ça, il m'avait enseigné l'intégrité, ce que c'était d'être un homme qui tient sa parole, qui est présent quand il le dit, qui ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Cynthia était le cœur de leur famille. Elle préparait encore la sauce du dimanche à partir de 0. Insistait toujours pour que tout le monde éteigne son téléphone pendant le dîner. Signait encore ses SMS, bisous, maman, même à moi. Elle avait élevé Marissa en lui inculquant les valeurs familiales, le caractère sacré des vœux de mariage, l'idée que votre parole vous engageait. Ils allaient être dévastés, mais ils devaient savoir qui était vraiment leur fille. Mon téléphone avait vibré 2 fois pendant le trajet. 2 appels de Marissa. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Elle se demandait probablement pourquoi j'appelais ses parents, pourquoi je ne répondais pas à ses appels. Peut-être commençait-elle à être nerveuse à propos de son alibi de « journée entre filles ». Tant mieux. Elle avait de quoi être nerveuse. Le Ridgerest était un hôtel d'affaires de gamme moyenne, le genre d'endroit qui accueille les représentants de commerce et les participants à des conférences. Ni assez bas de gamme pour être miteux, ni assez cher pour être mémorable, parfait pour ce que Marissa pensait faire. Je me suis demandé combien d'autres mardis après-midi elle avait passé ici, depuis combien de temps ça durait, combien de mensonges j'avais avalés sans même les sentir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, d'où je pouvais voir l'entrée principale, et j'ai attendu. Les Holloway conduisaient une Camry argentée que Paul avait achetée d'occasion et parfaitement entretenue depuis 6 ans. Quand je l'ai vu entrer dans le parking de l'hôtel, mon pouce est accéléré. Je les ai regardés sortir de la voiture. Paul portait son bon jean et une chemise, la tenue que Cynthia lui faisait porter quand ils allaient quelque part de plus chic que la quincaillerie. Elle portait sa robe bleu marine à petites fleurs, celle qu'elle mettait pour aller à l'église. Ils avaient tous les deux l'air confus, inquiets. Cynthia serrait son sac à main contre sa poitrine, comme elle le faisait quand elle était anxieuse. Paul a vérifié son téléphone en se dirigeant vers l'entrée de l'hôtel, m'envoyant probablement un texto pour demander plus d'informations sur ce qui n'allait pas avec leur fille. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Aucune idée que dans les prochaines minutes, l'image de leur fille parfaite allait voler en éclats comme du verre heurtant le béton. J'ai ressenti une pointe de culpabilité en les voyant disparaître derrière les portes vitrées de l'hôtel. Ils ne méritaient pas ça, mais moi non plus. Et si Marissa avait pensé aux sentiments de ses parents, peut-être ne serait-elle pas dans la chambre 216 avec un autre homme.
J'ai attendu exactement 3 minutes, assez longtemps pour qu'il prenne l'ascenseur jusqu'au 2e étage, trouve la chambre 216, frappe à la porte. Assez longtemps pour que Marissa réponde, s'attendant au service d'étage ou peut-être au ménage. Assez longtemps pour que ce premier moment de confusion s'imprime sur tout leur visage. Puis je suis sorti de mon camion et je les ai suivis à l'intérieur. Le hall de l'hôtel était générique, classe affaires. Moquette beige, meubles en simili-cuir, l'odeur de désodorisant industriel essayant de masquer des années de fumée de cigarette. L'ascenseur semblait prendre une éternité. Quand les portes se sont enfin ouvertes au 2e étage, j'ai pu entendre des voix venant du fond du couloir. Des voix fortes, de la confusion, de la peur. J'ai marché vers la chambre 216, mais pas silencieux sur la moquette du couloir. La porte était entr'ouverte et je pouvais voir à l'intérieur de la chambre. Voir Marissa dans un peignoir blanc d'hôtel, le visage blême de choc. Voir ses parents debout sur le seuil, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Voir un homme à moitié nu se dépêchant de chercher ses vêtements en arrière-plan. C'était ça. Le moment où les mensonges rencontraient la vérité. Où les conséquences rattrapaient les choix. Où la femme que j'avais aimée pendant 11 ans se détruisait elle-même devant les personnes dont elle appréciait le plus le respect. Je me suis avancé sur le seuil, derrière les Holloway, et 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi, mais je n'ai regardé qu'une seule personne. « Bonjour, Marissa », dis-je calmement. Le silence dans cette chambre d'hôtel était suffocant. 4 personnes respirant le même air, traitant la même vérité dévastatrice, mais la vivant de manière complètement différente. Marissa se tenait figée sur le seuil, son peignoir d'hôtel noué à la hâte autour de sa taille. Ses cheveux étaient en désordre, son rouge à lèvres avait disparu, et il y avait une rougeur sur sa poitrine que je reconnaissais après 8 ans de mariage. Elle s'attendait au service d'étage, peut-être au ménage. Au lieu de cela, elle faisait face à ses parents et à son mari, qui savaient tous maintenant exactement quel genre de femme elle était vraiment. Derrière elle, se débattant pour enfiler son pantalon, se trouvait Bryce Carter. Je ne connaissais pas encore son nom, mais je pouvais voir tout ce que j'avais besoin de savoir. Musclé, bronzé, le genre de type qui dépense beaucoup d'argent pour sa coupe de cheveux et ses dents. Tout ce que je n'étais pas. Il paniquait, regardant autour de la pièce comme s'il pouvait y trouver une issue qui n'impliquerait pas de passer devant les 3 personnes qui bloquaient la porte. Le visage de Paul Holloway était passé par plusieurs étapes d'émotion en l'espace de 30 secondes. D'abord, la confusion. Pourquoi sa fille était-elle dans un hôtel en plein après-midi? Puis l'inquiétude. Était-elle malade? Était-elle blessée? Puis la lente et terrible compréhension en remarquant le peignoir, le lit défait, l'homme à moitié nu derrière elle. Maintenant, il avait l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque. La voix de Paul se brisa en prononçant son nom. Marissa, qu'est-ce que c'est que ça? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux passaient de ses parents à moi, cherchant quelqu'un qui pourrait l'aider à justifier tout ça. Mais il n'y avait aucune explication, aucune histoire qui pourrait arranger les choses. Papa, je... Elle a finalement trouvé sa voix, mais elle est sortie comme un murmure. C'était une erreur. Une seule fois. Je jure que ce n'était qu'une fois. C'est là que j'ai su qu'elle ne comprenait toujours pas. Qu'elle pensait toujours que c'était à propos du sexe, de la trahison physique. Elle n'avait aucune idée que la blessure la plus profonde était le mensonge, la tromperie minutieuse, la façon dont elle m'avait regardé dans les yeux chaque matin et chaque soir tout en menant une vie complètement différente. Bryce a finalement réussi à mettre son pantalon et s'est avancé, essayant de prendre le contrôle de la situation. Écoutez, je sais que ça a l'air grave, mais... Il n'a jamais fini sa phrase. Le poing de Paul Holloway l'a attrapé à la mâchoire et l'a envoyé tituber en arrière contre le mur. Pour un mécanicien de 62 ans, Paul avait encore beaucoup de puissance dans son crochet du droit. La voix de Paul était basse, mortelle. Ne dis pas un mot de plus. Bryce s'est affalé contre le mur, se tenant la mâchoire, les yeux écarquillés de choc. Il n'était probablement pas habitué aux conséquences. Probablement habitué à se sortir des situations par son charme, à faire des blagues, à dédramatiser. Mais Paul Holloway ne riait pas. « Vous avez une femme ?» lui a demandé froidement Paul. Bryce a hoché la tête, se tenant toujours la mâchoire. « Des enfants ?» a insisté Paul. Un autre hochement de tête. Le pied de Paul l'a atteint aux côtes. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit,
mais assez fort pour faire passer un message. Dégage. Dégage avant que je ne te traîne moi-même jusqu'à ta femme pour lui faire savoir quel genre d'homme elle a épousé. Bryce a attrapé sa chemise et ses chaussures et a titubé vers la porte, se faufilant entre nous sans croiser notre regard. La porte a claqué derrière lui, ne laissant que la famille dans la pièce. Ce qu'il restait de notre famille. Cynthia n'avait pas dit un mot depuis son entrée dans la pièce. Elle regardait sa fille comme si elle regardait une étrangère. La femme qui avait élevé Marissa en lui inculquant les vœux du mariage, la loyauté familiale, le genre de caractère moral qui ne plie pas quand c'est pratique. Marissa murmura désespérément, tendant la main vers sa mère. « Maman, s'il te plaît, je peux tout expliquer. » « Expliquer quoi ? » J'ai parlé pour la première fois depuis que j'étais entré, et ma voix me semblait étrange. Calme, vide. Expliquer comment tu me mens en face depuis des mois. Expliquer comment tu m'as embrassé ce matin pour venir ici coucher avec un autre homme. Expliquer comment tu m'as fait passer pour un idiot aux yeux de tous ceux que nous connaissons. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Daniel, s'il te plaît. Ça ne signifie rien. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai secoué fermement la tête. Non. Tu aimais la sécurité que je t'apportais. Tu aimais avoir quelqu'un à qui rentrer quand tu avais fini de jouer. Mais tu ne m'aimes pas. Tu ne me respectes pas. Et tu ne respectes certainement pas les vœux que nous avons prononcés. Elle sanglotait maintenant, tendant la main vers moi, mais j'ai reculé. J'avais vu assez de larmes, entendu assez d'excuses. Elle ne changeait pas ce qu'elle avait fait. Elle n'effaçait pas les mois de mensonges. Tu peux garder le peignoir, ai-je dit avec finalité. Mais ne reviens pas à la maison. C'est fini entre nous. Daniel, non, a-t-elle plaidé. Mais je me tournais déjà pour partir. Je n'avais plus rien à lui dire. C'était terminé, et nous le savions tous les deux. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Paul, basse et définitive. Tu nous as tous mis dans l'embarras, Marissa. Ne reviens pas chez nous non plus. Tu n'es plus notre fille. La dernière chose que j'ai entendue en descendant le couloir de l'hôtel fut le son de Marissa pleurant seule dans cette chambre, la porte se refermant sur la vie qu'elle avait choisi de jeter. 3 jours plus tard, j'ai appris l'identité de mon informatrice anonyme. René Carter a frappé à la porte de mon appartement à 19h, tenant un dossier manie et arborant l'expression fatiguée de quelqu'un qui portait des secrets depuis trop longtemps. « Vous êtes Daniel Reyes, dit-elle. Ce n'était pas une question. Et vous êtes la femme qui m'a appelé, ai-je répondu, reconnaissant sa voix. Elle a hoché la tête. Je peux entrer ? Je pense que nous devrions parler. Mon appartement était à peine meublé. Je n'avais pris que ce dont j'avais besoin en quittant la maison, laissant tout le reste à Marissa. Un canapé, une télé, le strict nécessaire pour la cuisine. Ça ressemblait à un endroit où quelqu'un repartait de zéro, ce qui, je suppose, était le cas. René s'est assise sur mon canapé et a ouvert son dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des relevés bancaires, des reçus de cartes de crédit et ce qui ressemblait à une chronologie écrite d'une écriture soignée. Mon mari est Bryce Carter, a-t-elle expliqué. L'homme qui était avec votre femme. J'ai étudié son visage. Elle devait avoir la petite trentaine, séduisante d'une manière discrète, avec ce genre d'intelligence dans les yeux qui vous disait qu'elle ne manquait pas grand-chose. Depuis combien de temps saviez-vous pour Marissa spécifiquement ? 3 semaines. Pour ses liaisons en général, 6 mois, répondit-elle d'un ton neutre. Elle a étalé les documents sur ma table basse comme des preuves dans un procès. Car c'est ce que c'était, je réalisais. Elle avait monté un dossier. Bryce pense qu'il est malin, a-t-elle poursuivi. Mais il est négligent quand il s'agit de brouiller les pistes. Il a commencé à aller à la salle de sport à des heures étranges, à faire plus attention à son apparence, à acheter de l'eau de Cologne. Les signes classiques. Alors, j'ai commencé à faire attention, moi aussi. Les relevés bancaires montraient des frais à l'hôtel Ridgerest remontant à 4 mois. Toujours les mardis après-midi, toujours le même tarif de chambre. Les reçus de cartes de crédit montraient des achats chez Victoria's Secret, dans des restaurants où je savais que Marissa n'avait jamais mentionné avoir mangé. J'ai engagé un détective privé, a dit René. J'ai obtenu des photos de lui avec 3 femmes différentes au cours des 6 derniers mois. Votre femme était la plus récente.
Elle m'a tendu une photo de Marissa et Bryce se tenant la main sur le parking de l'hôtel. Ils avaient l'air à l'aise ensemble, familiers, comme s'ils faisaient ça depuis un moment. Pourquoi n'avez-vous pas simplement confronté votre mari, ai-je demandé. Parce que le confronter en privé lui aurait donné une chance de manipuler la situation, de faire des promesses qu'il ne tiendrait pas, de retourner la situation et de faire en sorte que ce soit de ma faute. Elle a rassemblé les papiers dans son dossier. Je voulais la justice, pas un drame. Je voulais des conséquences qui durent. Alors vous m'avez appelé, ai-je dit, comprenant. J'ai d'abord fait des recherches sur votre femme, j'ai découvert sa famille. Ses publications sur les réseaux sociaux où elle se disait bénie d'avoir un mariage si merveilleux. Je savais que l'exposer publiquement devant ses parents serait plus dévastateur que n'importe quelle confrontation privée. Je devais admirer sa minutie. Et votre mari a perdu son emploi hier. Il s'avère qu'une de ses autres liaisons était avec une collègue. Et quand le mari de cette femme a appelé l'entreprise, ils ont décidé que Bryce était un passif. Il a également perdu l'accès à nos comptes joints et j'ai demandé le divorce. Avec la garde exclusive de nos enfants. Elle s'est levée, lissant sa jupe. Je ne vous ai pas appelé pour vous faire du mal, Daniel. Je vous ai appelé parce que vous méritiez de connaître la vérité et parce que je savais que vous géreriez ça de la bonne manière. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, ai-je demandé, curieux. J'ai parlé à des gens de votre entrepôt. Ils ont tous dit la même chose. Vous êtes quelqu'un de bien, d'honnête, de loyal, le genre d'homme qui mérite mieux que ce que votre femme vous donnait. Elle a fait une pause sur le seuil de ma porte. Je suis désolé que vous ayez dû traverser ça, mais je ne suis pas désolé de la façon dont ça s'est terminé. Après son départ, je suis resté assis dans mon appartement silencieux, pensant à la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance était émotionnelle, immédiate, satisfaisante sur le moment, mais finalement creuse. La justice était patiente, approfondie et permanente. René Carter avait compris cette distinction. Elle n'avait pas seulement voulu blesser les personnes qui l'avaient blessée. Elle avait voulu restaurer l'ordre naturel, s'assurer que les actions aient des conséquences appropriées. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les appels manqués de Marissa. 17 au cours des 3 derniers jours, plus des dizaines de SMS que je n'avais pas lus. Je les ai tous supprimés et j'ai bloqué son numéro. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. 6 mois plus tard, j'étais en train de monter un vélo dans le garage de Rick Nolan, enseignant à son fils de 8 ans, Tommy, l'importance de bien serrer les boulons. Paul Holloway aurait été fier. Je transmettais les leçons qu'il m'avait apprises sur le savoir-faire, sur le fait de prendre le temps de bien faire les choses. Tommy me regardait travailler avec la clé et m'a demandé « Pourquoi tu dois le serrer si fort, tonton Danny ?» Parce que si ce n'est pas assez serré, ça se desserrera quand tu en auras le plus besoin, ai-je expliqué. Et alors tu tomberas. Comme avec les gens, a-t-il demandé innocemment. Les enfants voient tout. Oui, Tommy, comme avec les gens. Ma vie avait trouvé un nouveau rythme. L'appartement que j'avais trouvé 3 jours après avoir quitté l'hôtel était devenu mon chez-moi. J'avais acheté de vrais meubles, accroché des tableaux au mur, planté des herbes en pot près de la fenêtre de la cuisine. C'était plus petit que la maison que j'avais partagée avec Marissa, mais c'était à moi. Chaque meuble, chaque assiette et chaque tasse, chaque livre sur l'étagère représentait un choix conscient plutôt qu'une histoire accumulée. Le travail était devenu un refuge. La femme de Rick avait commencé à m'inviter à leur dîner de famille après que j'ai aidé à réparer leur machine à laver un mois après l'incident de l'hôtel, et j'étais devenu tonton Danny pour leurs 3 enfants. Ce n'était pas la famille que j'avais prévu d'avoir, mais elle était réelle, bâtie sur l'honnêteté plutôt que sur la commodité. J'avais entendu par des amis communs que Marissa vivait seule dans un studio en ville, travaillant à un emploi qui couvrait à peine son loyer. Ses parents ne lui parlaient toujours pas. La communauté qui l'avait autrefois accueillie la traitait maintenant comme un exemple à ne pas suivre. Je ne tirais aucune satisfaction de sa situation, mais je ne me sentais pas non plus coupable. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle vivait avec les conséquences. René Carter avait lancé sa propre agence de détective privée, aidant d'autres conjoints trahis à découvrir la vérité sur leur mariage. Nous nous retrouvions pour un café de temps en temps, 2 personnes qui avaient survécu à la même tempête et comprenaient les cicatrices de l'autre. Il n'y avait rien de romantique entre nous. Nous étions tous les deux trop occupés à nous reconstruire pour penser à ça. Mais il y avait une amitié basée sur le respect mutuel et une expérience partagée.
Bryce avait essayé de me contacter une fois, voulant avoir une conversation d'homme à homme sur ce qui s'était passé. J'avais ignoré son appel, tout comme j'avais ignoré sa tentative de contacter Paul Holloway. Certains hommes ne comprennent jamais que certaines offenses ne peuvent être excusées. Voilà, ai-je dit, en serrant le dernier boulon du vélo de Tommy. Parfait. Tu veux l'essayer? Tommy est monté dessus et a pédalé autour de l'allée, souriant comme s'il venait de découvrir le vol. Rick regardait depuis le porche avec fierté et gratitude. Rick a crié « Merci d'avoir fait ça, Danny. Ça fait des mois que le gamin voulait que ce vélo soit réparé. » Pas de problème, ai-je répondu, en rangeant les outils. C'est à ça que sert la famille. La famille. Pas celle que je m'attendais à avoir, mais celle que j'avais choisie. Celle qui m'avait choisi en retour. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé aux fondations, à la différence entre construire quelque chose sur des mensonges et le construire sur la vérité, à l'étrange paix qui vient du fait de savoir exactement où l'on en est avec tout le monde dans sa vie. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Cynthia Holloway. Danny, je pense à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Bisous, maman. Elle signait toujours ses SMS de la même manière. Me considérait toujours comme de la famille, même si sa propre fille avait renoncé à ce droit. Certains liens survivent même aux pires trahisons. Je me suis garé sur ma place de parking et je suis resté un moment dans le camion, regardant les fenêtres de mon appartement, leur lueur chaude dans l'obscurité. Demain, c'était jeudi, le milieu de la semaine, une autre journée de travail honnête, une autre soirée de contentement simple. Certains auraient pu qualifier ma vie de « petite ». Mais j'avais appris la différence entre « petit » et « simple », entre se contenter et choisir. J'avais choisi la vérité plutôt que le confort, la dignité plutôt que la familiarité, le respect plutôt que l'histoire. Et pour la première fois depuis des années, en éteignant les lumières et en m'installant pour dormir, je n'avais pas à me demander quel mensonge le lendemain pourrait apporter. Parce que j'avais enfin appris à construire ma vie sur une fondation qui ne se fissurerait pas sous la pression. Certaines fondations, une fois bien construites, durent éternellement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos avis. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir suivi cette histoire et à très bientôt pour la prochaine.